Bienvenue dans la série Inspiration. Avant d'être créatrice et hôte de 2 émissions de podcast, Éclosion et Une graine germe, je suis avant tout une très grande fan de podcasts. J'en écoute un peu tout le temps et peut-être même un peu trop. Mais tant pis car j'adore ça et ça m'inspire énormément, j'apprends beaucoup avec l'univers du podcast. Avec cette nouvelle série Inspiration, je souhaite te partager mes belles découvertes. Alors c'est parti pour un mois de nouvelles inspirations. Aujourd'hui, place à une émission de podcast que j'écoute depuis maintenant plusieurs mois et qui m'inspire énormément. Les sujets abordés me permettent de poursuivre mes réflexions en termes de transition écologique et économique. Certains sujets et invités me surprennent également. Cela me permet de sortir de ma zone de confort et d'aller confronter mes idées et parfois de les remettre en question et d'avancer. Il s'agit de l'émission Basilic Podcast, créée et produit par Jeanne Kless depuis 2017. Un podcast indépendant et engagé, consacré à l'écologie et aux initiatives positives. Chaque semaine, Jeanne donne la parole à celles et ceux qui imaginent et rêvent le monde de demain. Elle y parle d'écologie, d'alimentation durable, de mode éthique, de biodiversité et plus encore. C'est avec son épisode intitulé Multicolors, la permaculture humaine comme outil de transition vers un mode de vie plus juste, que j'ai souhaité te faire découvrir son émission. Dans cet épisode, Jeanne reçoit Sylvie Faye, créatrice et présidente de l'association Multicolors et responsable du Jardin Suspendu, un rooftop végétalisé niché dans le 20e arrondissement de Paris. Oui, tu as bien entendu, à Paris. La permaculture est au cœur des jardins imaginés par Sylvie. Dans cet épisode, Sylvie raconte son parcours. Elle explique pourquoi elle a choisi le jardinage et la nature pour contribuer à l'intégration professionnelle des jeunes migrantes et migrants. Un échange très inspirant. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à Basilic Podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes de Jeanne. Tous les liens sont en description. À présent, je te souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Cette semaine, je reçois Sylvie Faye. Sylvie a fondé il y a 18 ans l'association Multicolors. Depuis, elle a créé des dizaines de jardins en région parisienne, principalement au sein de quartiers défavorisés. Aujourd'hui, Sylvie s'occupe du Jardin Suspendu, un véritable havre de paix niché dans le 20e arrondissement de Paris, où elle dispense des cours de yoga et accueille de jeunes migrants et migrantes en formation afin de les sensibiliser au changement climatique. Pour ce faire, elle s'appuie notamment sur les fondamentaux de la permaculture. Sylvie est une militante, une artiste engagée, une passionnée. J'ai passé un merveilleux moment en sa compagnie et j'espère que notre échange vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sylvie. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu ? Écoute, aujourd'hui je vais bien. J'ai le plaisir d'être dans ce magnifique jardin dont tu t'occupes depuis plusieurs années, que tu supervises. On va en parler. Alors c'est pour le décrire un petit jardin qui est juste derrière un square au milieu du 20e arrondissement. On est déjà dans le 20e ici ? On est dans le 20e. Dans le 20e arrondissement, dans la rue de Bagnolet. Caché, complètement caché. J'ignorais son existence, pourtant Dieu sait que j'ai arpenté ces rues maintes et maintes fois. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc je suis fondatrice de l'association Multicolors. C'est une association que j'ai fondée il y a 18 ans. C'est une association qui est dédiée à l'art de vivre avec la nature et à la protection de la nature en milieu urbain.
Ça m'a conduit à créer 16 jardins, beaucoup de jardins dans des grands ensembles de logements sociaux. Ça a été d'abord la première ligne. Et puis ensuite, il y a eu des jardins qui ont été faits dans des écoles en REP. Il y a eu des jardins qui ont été faits dans des accueils de jour pour des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Des jardins qui ont été faits dans des centres d'animation et toujours dans des quartiers populaires. On peut dire que la ligne, elle est écologique, mais elle est aussi sociale et éducative. Et il y a 18 ans, quand tu as créé cette association, quelles étaient tes motivations? De quoi est-ce que tu avais envie et comment t'est venue l'idée? Alors au départ, je ne créais pas des jardins. Au départ, donc j'ai une formation artistique et donc au départ, je mettais en lien les enfants avec la nature par la peinture, les arts plastiques et je faisais aussi un travail avec des musiciens. Je travaillais arts plastiques et musique. Et les premiers ateliers que je faisais étaient à 20 minutes d'une forêt dans le 77. Et moi, je suis une marcheuse et j'aime la montagne, la forêt. Et j'avais beaucoup visité cette forêt, j'avais beaucoup marché dans cette forêt. Et donc, je disais à l'ami qui habitait là, avec qui j'allais marcher, je lui disais, mais quand même, c'est incroyable, tous ces gamins qui sont dans le quartier, à 20 minutes de la forêt, et la forêt était vide, quoi. Et en créant l'association, il s'est trouvé, par le plus grand des hasards, si on croit au hasard, que le directeur du centre social a été contacté par une des personnes avec qui j'ai fondé l'association et a retenu mon projet d'atelier. Et donc, je me suis retrouvée à travailler à 20 minutes de cette forêt avec les enfants de ce centre social que j'ai emmenés en forêt, qui ont découvert la forêt, qui ont découvert cet univers. Moi, j'ai toujours été passionnée par les plantes médicinales et sauvages. Et du coup, ça a été une transmission qui s'est faite comme ça. Et aussi, je faisais beaucoup de fresques dans les cités avec les enfants. Et il y a un bailleur social, qui a commandé une fresque sur le thème de la nature. Et c'est parti comme ça. En fait, les enfants ont commencé à aller peindre des plantes et on est revenu. Et ils ont découvert tout ce plaisir d'être en relation avec les plantes. Ils ont voulu en ramener à l'atelier, parce que j'avais un atelier dans cette cité. Et puis, ils m'ont dit, tu vois, là, il y a un grand espace, ça c'est pour le foot, mais cet autre espace, est-ce qu'on pourrait pas faire un jardin? Et moi, ça commençait à germer, cette envie donc je suis petite fille de paysan. Donc j'ai toujours grandi aussi proche de la nature. Et ma mère faisait partie de l'Europe des consciences de Pierre Rabhi. Donc à l'époque, tu sais, c'était vraiment les photocopies, vraiment sur du papier rose ou bleu qui étaient distribuées. Donc il y avait une émergence, un questionnement pour les présidentielles. Alors, je suis très nulle pour les années, mais enfin, il y avait un moment où Pierre Rabhi s'est présenté. Et ma mère faisait partie de ce groupe de soutien d'Europe des consciences. Donc j'ai eu la chance aussi d'être sensibilisée donc par mes parents qui étaient des amoureux de la montagne, par mes grands-parents qui étaient des paysans, et je commençais à avoir envie de me dire tiens, mais peut-être que nous aussi on pourrait faire un jardin dans ces cités. Quand j'en ai parlé aux bailleurs et aux politiques, on a pensé que j'étais complètement dingue. Que ça marcherait pas, qu'ils allaient tout arracher, qu'ils allaient tout vandaliser. Et ça faisait déjà 3 ans que je faisais des fresques, que j'agissais dans les cités, donc que j'avais une bonne relation avec les gens qui vivaient là. Et du coup, ils m'ont dit, écoutez, on va faire un petit essai, on vous donne cette plate-bande, allez-y. Quand ils ont vu tous les gamins venir et quand ils ont vu que ça réduisait le jet des déchets par les fenêtres, qu'il y avait une appropriation du lieu par les enfants, m'ont dit, écoutez, allez-y. On peut dire que le premier jardin, je l'ai fait quasiment bénévolement. Personne n'a voulu le financer. Je crois que j'avais eu à l'époque genre 2000 € de la mairie, mais voilà. Et en tant qu'ancienne graphiste, j'ai vite compris qu'il était important de donner quelque chose à voir. Et donc, on a commencé à faire une gazette. Et en fait, le fait de montrer ce qui se passait, qu'il y ait des photos, qu'il y ait des textes, qui montraient la vie de ce jardin, l'année suivante, ça a démarré, mais en flèche. Et donc, très vite, j'ai même pas eu à démarcher pour faire de nouveaux jardins. On m'a proposé, des bailleurs sociaux m'ont proposé de faire des jardins dans différentes cités d'Île-de-France.
Et au bout de 2-3 années d'aller-retour dans le 77, le 94, etc., ce qui était assez épuisant, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose dans mon quartier. Et donc, dans mon quartier, comme j'y vis, j'avais repéré tous des espaces vacants, par exemple au pied de la crèche, au pied de la bibliothèque, voilà. Et je n'ai jamais eu de refus. Quand j'ai décidé, ou j'ai proposé de faire un jardin, j'ai absolument jamais eu de refus. Donc tout d'un coup, je me suis retrouvée à faire 3 jardins en même temps et puis il fallait former des gens aussi parce que personne n'était formé pour ça. Donc j'ai formé pas mal de personnes qui sont restées quelque temps dans l'association et qui par la suite sont partis vivre leur propre expérience parce que justement l'aspect inclusif, le travail dans les cités, c'est pas quelque chose de facile. Et c'est pas facile dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est pas facile d'inclure les enfants qui sont des enfants généralement deuxième migration ou voilà deuxième génération de migration et parce qu'on est confronté à la pauvreté, on est confronté à la violence, on est confronté à la saleté. Voilà, ce sont pas des lieux rieurs et accueillants. Et c'était pas évident pour les personnes qui étaient formées aussi de supporter cette mise en relation avec ces difficultés. Donc il y a l'aspect social et toujours l'aspect difficile dans ce truc. Parce qu'en fait, on peut dans ce type de projet aller. C'est pas si compliqué que ça de faire un jardin, hein, techniquement. D'apprendre les techniques de jardinage naturel. Voilà, il suffit de s'intéresser, d'être observateur, d'être régulier, parce que ça demande de la régularité. Après, l'aspect éducatif et l'aspect social, c'est un autre volet. Et c'est un volet que moi j'ai pu acquérir parce que après avoir été graphiste, je suis devenue éducatrice. D'accord, donc tout est lié. Tout est lié. Et je pense que tout est lié dans une vie. Je pense que chaque chose que l'on fait va être utilisée à un moment donné, si on est vraiment dans le bon chemin de ce que l'on a à faire. Et je crois que aussi tout est lié dans la vie, puisque le phénomène d'interdépendance, c'est ce qui fait que l'on existe, c'est ce qui est le fondement de la biodiversité. Et j'aime toujours à rappeler que voilà, nous sommes partie du règne des animaux et qu'on appartient à ce grand tout. Et qu'on a besoin de tous les animaux, nous y compris, et qu'on a besoin des petites plantes, des grands arbres, des oiseaux, de l'eau et des animaux qui vivent dans l'eau, et que tout ça a besoin d'être pris en considération dans ce que nous faisons. Et donc, une fois que c'était lancé, que tu as commencé à réaliser des jardins un petit peu partout dans Paris, tu avais toujours cette dimension sociale, hein, ça a toujours été intrinsèquement lié. Oui. Est-ce que pour toi, l'écologie, j'imagine que oui, mais j'aimerais qu'on en parle, l'écologie et l'aspect social doivent être liés, que la lutte écologique ne doit laisser personne sur le côté, comme ça a pu être le cas et comme c'est encore malheureusement souvent le cas, puisque finalement, on entend encore peu de personnes issues des migrations ou racisées s'exprimer sur le sujet, alors qu'elles en sont bien souvent les premières victimes. Complètement. Et c'est ce qui m'a amené au fil du temps à me questionner. Donc il y avait la place des enfants dans un premier temps, les enfants donc issus de l'immigration. Et puis très rapidement, je me suis retrouvée à accueillir des jeunes en réparation pénale, à travailler avec la PJJ, parce qu'évidemment, travaillant dans une cité, forcément, tu es confronté à tout ça. Hein, donc, et à ce type de problème. Et d'avoir des associations qui travaillaient avec des jeunes migrants qui me proposaient d'accueillir en stage des jeunes qui étaient dans des dispositifs d'insertion professionnelle. Donc j'ai commencé à accueillir des jeunes un par un, comme ça. Et ensuite, il m'a été proposé d'accueillir carrément des groupes. Et c'est pareil, c'est un peu comme pour le jardin. C'était quelque chose qui était déjà en train de germer, où j'avais commencé à regarder comment c'était, de devenir un organisme de formation, qu'est-ce que ça incluait, qu'est-ce qu'il fallait, comment ça se gérait, etc.
Et qu'en fait, quand j'ai été prête, ça s'est présenté. Et on est devenu Multicolors et est devenu une association également organisme de formation dans le domaine de l'insertion professionnelle. Et par mon parcours professionnel qui fait que j'ai toujours été en contact avec des personnes issues de toute culture déjà dans les cités, et ça s'est fait de manière très fluide, aussi par mon parcours professionnel, puisque par rapport à mes origines, par rapport à donc rien n'était complètement étranger. Et cette familiarité, ça m'a permis de comprendre que, en fait, quand les jeunes arrivent, quand les gens deviennent des réfugiés, des migrants, ils n'ont aucune conscience, pour la plupart, de ce qu'est le réchauffement climatique. C'est quelque chose, il faut savoir que ce sont des personnes qui arrivent de pays en guerre. Ils ont été soit scolarisés très peu, soit pas du tout scolarisés. Donc oui, il fait très chaud, oui, les cultures brûlent, oui, c'est la guerre, mais le lien entre tout ça n'est pas toujours évident. Et je me suis demandé comment j'allais pouvoir faire pour faire passer ce message, pour qu'il y ait une prise de conscience. Et j'ai vu qu'ils se nourrissaient extrêmement mal. Comme ils viennent, la plupart sont des garçons qui émigrent, donc de sociétés très patriarcales, donc ils savent même pas se faire cuire un œuf. Alors ils ont traversé toute la planète à pied pour venir, mais quand ils arrivent ici, si tu veux, à part avoir mangé des gâteaux et des boîtes, ils savent rien du tout. Donc en mauvaise santé, avec pour beaucoup évidemment plutôt une aspiration à consommer, à avoir accès à ce mode de vie brillant, étincelant et très séduisant. Voilà, donc du coup je me suis demandé comment j'allais trouver alors les mots. Il n'y en a pas beaucoup des mots, puisque quand tu commences à apprendre le français, comment j'allais faire passer ce message. Et c'est là où mon passé de graphisme m'a beaucoup servi. Donc j'ai commencé à créer des supports visuels, des jeux, qui marchent très bien avec les adultes, mais aussi avec les enfants, qui permet de comprendre, par exemple, le phénomène d'interdépendance, de comprendre la chaîne alimentaire, de comprendre le réchauffement climatique et l'importance de la forestation, en faisant tout simplement des analyses de sol, en travaillant toujours de manière ludique, travailler sur la diététique aussi. Pareil, j'ai créé un jeu sur les légumes et petit à petit, les jeunes ont commencé à comprendre. Ils comprennent au fur et à mesure. On a un mois, il reste un mois chez Multicolors, et en un mois, on va faire des tas de choses. On va aller faire des expériences en forêt, on fait des allers-retours entre plusieurs jardins, on va aller visiter aussi d'autres lieux de partenaires qui vont faire de la culture de micro-pousses ou des jardins sur les toits, enfin voilà, tout ce qui peut se passer en agriculture urbaine. Beaucoup d'entre eux viennent de milieux agricoles. Donc c'est intéressant de voir selon d'où ils viennent. Soit ils ont un mode d'agriculture qui est c'est souvent les femmes qui sont au champ, donc de leur mère. Alors ils sont super contents quand ils voient qu'on cultive de la même façon. Et puis il y a ceux qui avaient un peu plus de moyens, donc et là du coup des champs plus grands, et donc là du coup de l'argent pour acheter des pesticides, et là voilà, c'est la cata, parce que il y a pas du tout, ils comprennent, c'est très difficile de faire comprendre, de dire bah oui, mais il me dit mais attendez, quand on est envahi par les sauterelles, si on fait rien, on n'aura plus un grain de blé et on n'aura rien à manger. Donc c'est très compliqué de faire comprendre qu'il y a d'autres méthodes et que effectivement il y a le risque des sauterelles toujours, mais que on peut, en diversifiant par exemple, éviter de s'empoisonner. Mais c'est un long cheminement. C'est pas quelque chose qui va se passer d'un claquement de doigts. Ici, dans ce jardin, tu accueilles toujours ces jeunes migrants, oui, ces jeunes migrantes. Vous avez plein d'ateliers, vous organisez beaucoup de choses, et tu te bases sur les principes de la permaculture. C'est ce que tu me disais quand on a visité ce jardin. Est-ce que tu peux nous les rappeler ?
Alors premier axe, donc j'aime bien toujours insister sur le fait que la permaculture c'est une éthique et pas seulement un mode de culture agricole, qui est donc le premier axe, qui est donc le respect de la terre, mais la terre dans la terre notre mère notre mère, donc de l'eau, de l'air, des animaux, du sol. Et après, d'une manière plus concrète, du soin qu'on va apporter au sol. Donc ça, c'est des choses que je fais passer auprès des jeunes par le jardinage, mais aussi, par exemple, en fabriquant des terrariums. C'est une très bonne entrée, le terrarium, parce que ça permet, tu crées un petit jardin en verre, et ça permet d'expliquer toutes les strates du sol, pourquoi le sol doit être couvert, etc. Donc le respect de la terre et de tout le vivant. Le deuxième, c'est la production abondante. Donc les techniques agricoles qui vont être pour moi aussi bien calées sur les principes de la nature, mais aussi du non-agir. Et non-agir, c'est pas ne rien faire, parce que j'avais eu des jeunes en formation qui me disaient il suffit de jeter des graines. Non, non-agir, c'est qu'est-ce que je peux ne pas faire. C'est pas ne pas faire, c'est qu'est-ce que je peux ne pas faire pour avoir le moins d'impact sur la terre, sur les plantes, sur mon environnement, sur les insectes. Qu'est-ce que je peux ne pas faire pour être dans le respect de la nature et avoir un impact le plus léger possible sur notre environnement. Donc ça, c'est important. Pour moi, un de mes maîtres, c'est Fukuoka, et cette approche zen de la nature me convient complètement. La production avec abondance, elle implique le partage. Et ça, c'est une autre partie qui est très importante pour moi dans cette éthique et qui va vraiment aussi déterminer le contenu de nos projets. C'est ok, on va partager cette culture, on va partager les légumes, on va partager les fruits, mais aussi on va partager notre savoir. On va partager nos connaissances, et c'est pas pyramidal, parce que l'échange de connaissances, il se fait aussi de la part des jeunes qui arrivent avec des savoirs ancestraux. Ils ont des connaissances sur les plantes. Souvent, il y en a qui ont vécu en montagne, il y en a qui ont vécu en forêt. Donc, on a beaucoup d'échanges là-dessus. Et pour nourrir ces échanges, on va sortir du jardin et par exemple aller au jardin des plantes, pour aller au jardin botanique, pour avoir encore plus d'espèces, pour aller visiter par exemple le jardin alpin. Ça parle aux Afghans, le jardin alpin, parce qu'il y a des plantes qu'ils retrouvent de chez eux. Et c'est très important, ça, de trouver ce lien qui existe entre chez eux et chez nous. Ils se sentent aussi bien accueillis chez nous. Donc il y a ça, cette partie. On va partager ces légumes aussi en apprenant à faire la cuisine. On va faire la cuisine ensemble. Donc ça donne lieu à des choses plutôt drôles. Surtout s'il y a des filles dans la formation où il y aura une tendance à dire allez hop, c'est les filles qui vont faire. Et c'est aussi vraiment, c'est ça aussi qui est drôle parce que pour eux. Ils ont très peu d'argent. Quand ils viennent, ils sont payés par le conseil régional pour suivre cette formation. Ils touchent exactement 400 €. Évidemment que ça fait les 400 € font pas le mois, donc à la fin même pas au bout de 15 jours, si tu veux, ils ont plus un sou. Et donc ils me disent mais madame Sylvie, vous savez, hier soir j'ai mangé de la soupe. Je dis mais moi aussi j'ai mangé de la soupe. Et pour eux la soupe c'est vraiment la nourriture du pauvre, tu vois. Il faudrait manger de la viande à tous les repas, parce que être en France et manger de la soupe, mais alors là c'est le summum de la pauvreté, quoi. Donc faire passer l'idée qu'on a besoin de légumes, que s'ils ont super mal à l'estomac, parce qu'ils ont plein de troubles évidemment. Voilà, donc le partage des légumes en atelier de cuisine. Et le troisième axe, c'est prendre soin des êtres humains. Et donc tous les matins, on commence par une séance de yoga. Donc, tous les matins, il y a yoga. Suivant la saison, je vais adapter. Soit je fais un yoga dynamique, soit je vais faire un yoga beaucoup plus cool s'il fait chaud et qu'on peut être au sol, etc.
de la méditation, de la respiration. Et là, je pense que c'est des choses, en fait, dans les évaluations, on fait des évaluations toutes les semaines avec les jeunes sur ce qui s'est passé. Et le yoga, apparemment, c'est quelque chose qu'ils découvrent complètement et qui leur fait un bien énorme parce que c'est un moment d'apaisement. Donc, le prendre soin de l'autre, c'est aussi lui donner des outils. Donc, on va donner comme outil dans les formations le yoga, la respiration, donc... Et puis, l'aromathérapie, ils repartent toujours avec un petit pochon. Au départ, j'avais pas du tout mis la synergie pour trouver le sommeil. Bon, il s'avère qu'ils ont beaucoup de problèmes de sommeil liés au stress. Et donc, ils m'ont dit, mais écoute, c'est bien les piqûres d'insectes, mais bon, si on pouvait faire. Voilà, donc on va prendre soin aussi apprendre à prendre soin de soi. Et aussi, prendre soin des autres, c'est aussi accueillir justement dans le jardin ces jeunes, mais ça va être aussi des enfants des écoles, puisqu'on est dans un quartier prioritaire, donc les enfants d'écoles du réseau d'éducation prioritaire, des enfants qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances, qui ont peu d'accès à la nature, parce que l'accès à la nature, c'est un droit. Et ce droit-là, il n'est pas souvent honoré, parce que... souvent, les familles qui sont en difficulté financière, elles ont autre chose à faire ou sont trop fatiguées quand ils arrivent au week-end pour se dire tiens, on va emmener les enfants à Vincennes. Puis c'est pas dans la culture. C'est quelque chose qui peut-être pour ces enfants, j'espère qu'on a semé des petites graines et que eux-mêmes auront envie de transmettre ça à leurs enfants. Bien sûr, et puis il faut avoir aussi une certaine disponibilité dans son esprit pour pouvoir se dire on va aller se détendre en forêt. Oui, complètement. Et les cours de yoga, de méditation dont tu parlais, est-ce qu'ils sont réservés à ces jeunes que vous accueillez ou est-ce que on peut aussi nous y participer? C'est ouvert à tout le monde. Il y a alors donc pendant les cours de yoga, pendant les formations, il y a mes élèves de yoga qui sont des personnes qui viennent prendre des cours avec moi, qui souvent se joignent au groupe. Donc elles viennent faire le cours de yoga avec les jeunes. Et ça, c'est hyper sympa. Il y a les membres de l'association aussi, des fois, qui viennent prendre le cours de yoga, comme Frédéric, la présidente que tu as vue tout à l'heure, qui, en plus de son cours de yoga, voilà. Alors, des fois, on inclut. C'est-à-dire que après, elles ont quand même leur cours de yoga à elles. Je dis elles parce que cette année sont principalement des femmes. Parce que le cours de yoga collectif, c'est le jeudi matin. Et il y a des cours de yoga particuliers où des fois, j'associe aussi l'aromathérapie énergétique. D'accord. Voilà. Donc, ils se font dans la serre. Quand il fait froid, ou on est au milieu des plantes, c'est plutôt agréable. Donc toi, tu as une certification Oui, je suis formée en Yin Yoga. Et j'ai une formation aussi en Kriya Yoga, qui est le yoga qu'on fait au nord de l'Inde, dans l'Himalaya. Génial. Voilà. Donc tu l'as dit, vous accueillez aussi des petits-enfants qui ont leur espace dans le jardin. J'ajouterai bien évidemment des photos sur mon site internet et puis sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu peux nous décrire ton jardin, enfin votre jardin? Alors, ce jardin, il y a quand même un public dont on n'a pas parlé, ce sont les habitants. Parce que il me paraissait important, même si c'est pas un véritable jardin partagé, puisque le jardin partagé, il est quand même à l'initiative d'un groupe d'habitants et pas d'une association. C'était important que ce jardin il soit aussi ouvert au public et aux habitants. Donc il y a des adhérents qui sont la plupart du temps des gens du quartier qui adhèrent. Certaines viennent jardiner, voilà. D'autres viennent juste composter leurs déchets verts. D'autres apportent leur savoir en musicaux, on fait des concerts en été, des choses comme ça. Et tout le monde est libre de venir une fois qu'ils ont adhéré. Oui, j'attends pas d'eux, en fait, tout est collectif, il n'y a pas de parcelle attribuée. Donc, et ça arrange tout le monde. Parce qu'avec les rythmes des Parisiens, c'est compliqué, en fait, la régularité du jardinage. Voilà. Donc il y a un espace qui est ce qu'on appelle le potager des enfants, qui est réservé aux enfants. On a une grande cabane qui est plutôt presque un chalet qu'une cabane, puisqu'on a l'eau, l'électricité, des toilettes, etc., du rangement.
un petit poêle à bois pour l'hiver. Une cabane qui a été construite par un chantier de réinsertion. Oui, tout a été construit en chantier d'insertion. On est sur le toit d'un hôtel d'entreprise appartenant à Paris Habitat qui s'est chargé de nous relier à l'eau et à l'électricité. Et les chantiers d'insertion ont été financés par le Conseil régional dans le cadre de ces dispositifs. On a donc un espace central qui est un mandala en forme de feuille avec des plantes médicinales, des plantes ornementales et un mélange de légumes. Un point d'eau où peuvent s'abreuver les oiseaux et toute la faune sauvage puisque c'était une friche. Donc on a des hérissons, des papillons, des grenouilles, voilà. Un petit coin pour les chats sauvages qui vivent aussi sur cet espace-là. On a une serre qui sert d'atelier en hiver et puis au printemps qui redevient une serre pour des semis. Et puis un jardin sec, ce qui est pédagogique, parce que ça permet d'expliquer comment on peut faire un jardin quand on a de moins en moins d'eau et comment c'est possible. Un espace en friche, un espace verger avec des petits fruitiers. Et voilà, donc c'est 850 mètres carrés en plein soleil et sur un 4e étage, donc et qui est dans le prolongement d'un jardin public. Donc c'est un peu la particularité du lieu, c'est que d'un côté on a la canopée et de l'autre côté on a les arbres du jardin. Donc c'est moins minéral qu'un jardin vraiment complètement sur un toit. Merci beaucoup pour cette description et puis j'invite surtout toutes les auditrices et tous les auditeurs à venir y faire un tour. Tu m'as dit avant qu'on commence cette interview que le jardin était ouvert tous les samedis à la visite ? Oui, tous les samedis après-midi. Alors après, on adapte les horaires en fonction de la saison. Merci beaucoup Sylvie pour cet échange, c'était très très intéressant. J'invite bien sûr tout le monde à consulter votre site déjà, à vous suivre sur les réseaux sociaux et puis surtout à passer faire un tour s'ils sont de passage à Paris. Merci Jeanne, à bientôt. À bientôt. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, vous pourrez retrouver l'ensemble des liens utiles dans la barre de description. J'y indiquerai également de précédents épisodes de Basilic qui seront susceptibles de vous intéresser si vous avez apprécié celui-ci. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me suggérer des personnalités à interviewer en me laissant des étoiles et un avis sur Apple Podcast. Il vous suffit alors d'indiquer dans votre commentaire le nom du projet que vous aimeriez entendre au micro de Basilic. Et oui, c'est aussi simple que ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast de Jeanne pour découvrir tous ces autres épisodes super inspirants. Retrouve le lien de Basilic Podcast en description. Enfin, si tu apprécies ce concept de série Inspiration, je t'invite à m'en faire part soit par email, soit sur Instagram. Les liens sont également en description. À bientôt!